Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Ramsès II est le plus grand pharaon d'Égypte. Son règne a duré 67 ans. C'est le plus long de l'histoire après ceux de Louis XIV et d'Élisabeth II. Général victorieux, bâtisseur de monuments, époux de 200 femmes et père d'une centaine d'enfants, Ramsès est le souverain des superlatifs. Mais en Égypte antique, la vie ne s'arrête pas avec la mort. Sa momie a aussi connu un destin hors du commun, à l'image de sa vie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Ramsès II, le plus grand pharaon d'Égypte. Épisode 1. Né pour régner. Nous sommes en 1275 avant Jésus-Christ, à quelques kilomètres de la forteresse de Kadesh en actuelle Syrie. Elle se situe sur la frontière entre le royaume d'Égypte et le royaume hittite, dont le cœur est la Turquie actuelle. Ces 2 royaumes se disputent depuis des années pour le contrôle d'une partie des terres du Proche-Orient. Ramsès II, âgé de 29 ans, avance vers le nord avec ses fantassins et ses chars. Il veut reprendre la forteresse de Kadesh aux Hittites. Pressé d'en découdre, il s'est séparé du reste de son armée avec l'une de ses divisions. Soudain, l'armée ennemie encercle sa troupe. Ses fantassins et ses chars sont dispersés dans un nuage de poussière qui s'élève du sol. Ils sont incapables de riposter en conservant leur ordre de bataille. À cause du bruit des armes, plus personne n'entend les ordres du pharaon. Ramsès, monté sur son propre char, est soudain isolé. Il y a des Hittites partout autour de lui. Il n'a plus d'issue. Il va devoir se battre seul face à une horde. Le souverain se met à prier son dieu tutélaire, Amon le caché, représenté sous les traits d'un pharaon coiffé de 2 hautes plumes. Il le conjure de lui venir en aide. Soudain, Ramsès entend la voix du dieu comme s'il se tenait juste derrière lui. Il a l'impression qu'on lui murmure ces mots à l'oreille. « Courage, je suis avec toi. Je suis ton père et je te prête main forte. Je vaux mieux que 100 000 hommes. Je suis le maître de la victoire et j'aime la vaillance. » Certain d'être vainqueur, Ramsès s'élance seul contre les Hittites. Ramsès II est né en 1304 avant Jésus-Christ. Il appartient à la 19e dynastie du Nouvel Empire, une famille militaire originaire du delta du Nil. Au moment de sa naissance, son grand-père, Ramsès Ier, règne sur le royaume d'Égypte. Son territoire s'étend des rives orientales de la Méditerranée aux portes de la Nubie, au sud de l'Égypte actuelle. Ramsès Ier est un grand général et ancien intime de Horemheb, le dernier pharaon de la 18e dynastie. Comme Horemheb n'a pas de fils pour lui succéder, il a choisi dans son entourage l'homme qu'il estimait le plus apte à prendre sa suite. C'est comme ça qu'une famille de militaires s'est imposée au pouvoir dans une Égypte qui sortait tout juste d'une crise politique et religieuse après la période amarnienne. Ce qu'on appelle la période amarnienne correspond au règne d'Akhénaton jusqu'à celui de Toutankhamon. Pour rompre avec la puissance du clergé, Akhénaton avait voulu fonder quelque chose qui ressemblait à une nouvelle religion autour de sa personne. C'est une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois, mais ça a quand même beaucoup fragilisé le pouvoir. Il fallait des hommes à poigne pour rétablir la prospérité de l'Empire. C'est ce qu'ont fait Ramsès Ier puis Séti Ier, le grand-père et le père de Ramsès II. Séti Ier a 30 ans quand il succède à Ramsès Ier et son fils, le futur Ramsès II, a environ 10 ans. Pour assurer la continuité de sa dynastie, Séti associe rapidement son héritier à son pouvoir. En Égypte, les images sur les temples servent à diffuser la propagande de la famille royale. C'est une manière de raconter une histoire au peuple pour lui faire aimer la famille régnante. Séti a donc représenté le futur Ramsès II sur divers supports, des stèles et des murs de temples, dès son plus jeune âge. Par exemple,
Sur une stèle conservée au Louvre, on voit le petit Ramsès représenté sous les traits d'un tout jeune prince. Il porte un pagne plissé, tient son index tendu devant sa bouche, c'est un code graphique pour représenter l'enfance en Égypte, et il a le crâne rasé, à l'exception d'une mèche de cheveux tressés sur le côté droit. C'est vraiment à ça que ressemble Ramsès quand il est petit. Il grandit dans le harem auprès de sa mère Moutoui, elle-même fille de militaires issus du Delta. Le harem égyptien est une zone du palais où résident les femmes, mais il n'est pas clos. Les hauts dignitaires y circulent pour parler de politique. Les reines et les princesses peuvent recevoir des ambassadeurs et jouer de leur influence pour celles qui sont le plus versées dans les affaires publiques. C'est aussi dans le harem que Moutoui supervise l'éducation de son fils. Le jeune Ramsès fait partie d'une élite qui apprend à lire et à écrire en utilisant le hiératique, l'écriture cursive dérivée des hiéroglyphes. Ramsès apprend aussi la géographie et l'histoire de son territoire, les mathématiques et l'art de la guerre. Cette discipline est complexe parce qu'il y a des aspects théoriques, l'apprentissage de la stratégie, du ravitaillement, de la prise de décision, mais aussi des aspects pratiques, le maniement des armes, monter à cheval, conduire un char. C'est une éducation complète destinée à faire de lui un bon souverain. Dès l'adolescence, Ramsès accompagne son père sur le champ de bataille. Il doit apprendre à diriger une armée au cœur de l'action et les soldats doivent le reconnaître comme leur futur chef. C'est aussi à la même époque que Séti commence à chercher des épouses pour son fils. Oui, des épouses, parce que la polygamie est autorisée pour les pharaons. Ramsès a environ 17 ans quand il épouse sa première femme. Elle s'appelle Néfertari Merienmout. Ce nom signifie « la belle parmi les belles » et l'aimée de la déesse Mout. Mout, c'est une déesse de la féminité. Elle est manifestement issue de la noblesse ou d'une famille de grands militaires. Elle gravite probablement dans le palais et connaît Ramsès depuis l'enfance. Ils ont à peu près le même âge et il semblerait que leur amour soit sincère. Néfertari lui donne très rapidement un fils, ce qui fait d'elle l'épouse principale du futur pharaon. À la même époque, Ramsès épouse aussi Isis Néferet, qui serait peut-être, mais ce n'est pas sûr, d'origine syrienne. Si c'est le cas, ce serait un mariage diplomatique. Et puis, à côté des épouses, il y a les beautés du pharaon, les nombreuses concubines. Ramsès enrichira son harem toute sa vie, tant pour le plaisir que par nécessité politique et diplomatique. Avec près de 200 femmes, il aura l'un des plus grands harems de l'histoire de l'Égypte antique. Selon une inscription découverte dans le temple d'Abydos, situé au centre de l'Égypte, Séti Ier aurait associé son fils Ramsès à son pouvoir quelques années avant de mourir. Selon les égyptologues, il est plus probable que Séti ait donné un certain nombre de responsabilités à son fils dans le but d'assurer la passation du pouvoir en douceur, mais sans le faire couronner. Ça voudrait dire que le texte d'Abydos est une fable qui relève de la propagande pharaonique pour renforcer la légitimité de Ramsès. Ramsès serait donc capable de mentir pour enjoliver sa biographie. Séti Ier meurt en 1279 avant Jésus-Christ. Il est inhumé dans la vallée des rois, dans le tombeau qui porte aujourd'hui le numéro KV17 pour King Valley. Ramsès II lui succède officiellement. Le nouveau souverain a 25 ans. Son couronnement est bien davantage que la reconnaissance de son pouvoir. C'est aussi un acte religieux qui le fait passer de la condition d'homme à la condition de Dieu sur terre. C'est à ce moment qu'il prend sa titulature complète, c'est-à-dire ses noms de pharaon. Ouser Maatré Setepenré Ramessou Meriamon. Ce sont ces noms qui font de lui le protecteur de l'Égypte et le garant de la Maat, l'équilibre du pays, qu'on va ensuite écrire dans des cartouches pour le nommer sur les différents monuments. Le cartouche, c'est ce symbole qui sert à distinguer le nom des pharaons. C'est un hiéroglyphe en forme de corde nouée qui entoure le nom du souverain. Ramsès II veut être reconnu en tant que souverain guerrier.
Quand il arrive au pouvoir, l'Égypte est en conflit avec les Hittites depuis une vingtaine d'années. Les Hittites occupent un territoire aussi riche et aussi vaste que celui des Égyptiens. Ce royaume est centré sur l'actuelle Turquie. Ces deux superpuissances se battent pour la possession de la rive orientale de la Méditerranée. C'est une zone stratégique parce qu'elle est riche et traversée par les routes commerciales. Les petits peuples de la région n'ont pas d'autre choix pour vivre en paix que d'être rattachés à l'Égypte ou aux Hittites, et généralement, ce ne sont pas eux qui décident. Horemheb et Séti Ier ont déjà mené plusieurs batailles sur terre et sur mer du côté de l'actuelle Syrie pour prendre le contrôle de la région. Au début du règne de Ramsès II, le roi hittite Mouwatalli fait pression sur les peuples du Proche-Orient pour les mettre sous sa tutelle et agrandir son territoire au détriment de l'Égypte. Pour Ramsès, c'est inadmissible. Il monte donc une expédition militaire vers Kadesh, une forteresse à la frontière des deux empires dont il veut prendre le contrôle. En 1275 avant Jésus-Christ, il part avec une armée de 20 000 hommes de Pi-Ramsès, une nouvelle cité en cours de construction commencée par son père. Cette nouvelle ville, dont le palais a été construit par Séti Ier, est située sur un bras du fleuve à l'est du delta du Nil et elle permet de circuler facilement vers le Proche-Orient avec les cohortes de fantassins. Lorsque Ramsès arrive aux abords de la forteresse de Kadesh, il prend de l'avance avec l'une de ses divisions. Selon des Bédouins qu'il a croisés, les Hittites attendent aux abords de Kadesh. Ils seraient en infériorité numérique par rapport aux Égyptiens. Ça voudrait dire que Ramsès pourrait les battre facilement. Il part donc à l'attaque avec une seule de ses divisions et laisse les 4 autres à l'arrière. C'était un piège. Les soldats hittites, beaucoup plus nombreux que prévu, attaquent toutes les divisions égyptiennes et les isolent les unes des autres. Les soldats et les chars égyptiens sont totalement désorganisés et Ramsès est seul sur son char pendant quelques instants. Malgré la supériorité numérique des Hittites, les Égyptiens parviennent à prendre le dessus et à les repousser. Ramsès a lui-même participé au combat et risqué sa vie dans le feu de l'action pour reprendre la tête de la manœuvre. Le lendemain, la bataille s'arrête sur une demande de trêve émanant des Hittites. Cette bataille est une sorte de match nul. De retour en Égypte, quelques mois après le combat, Ramsès s'apprête à raconter la bataille de Kadesh à sa manière. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Ramsès II, le pharaon a été préparé à régner sur l'Égypte par son grand-père et son père. Il prend la suite de leur politique destinée à rétablir la prospérité de son royaume. Il décide de s'attaquer aux Hittites, le royaume voisin, pour le contrôle du Proche-Orient. La bataille de Kadesh a failli mal tourner pour les Égyptiens qui réussissent finalement à repousser les Hittites. Mais pas question pour Ramsès de raconter à son peuple ce qui n'est qu'une demi-victoire. Épisode 2. Un pharaon pour l'éternité. Nous sommes en Égypte, dans le temple de Karnak, dans les années 1275-1270 avant Jésus-Christ. Karnak est un immense complexe religieux au centre de l'Égypte, situé sur la rive est du Nil. Le temple est connu pour son allée de béliers qui garde son entrée et ses immenses salles hypostyles avec ses forêts de colonnes gigantesques en forme de papyrus. Les murs de ce complexe dédié à plusieurs dieux sont couverts de hiéroglyphes qui racontent les exploits des différents pharaons. Dans une partie du complexe réservée au temple de Khonsu, une divinité associée au disque lunaire, des ouvriers spécialisés en gravure de hiéroglyphes sont en plein travail. À l'aide de burins, ils gravent dans la pierre le récit de la bataille de Kadesh. La demi-victoire de Ramsès contre les Hittites devient grâce à eux un récit épique à la gloire du pharaon. Coupé de ses troupes par une attaque perfide, Sa Majesté sollicite l'aide du dieu Amon qui lui promet la victoire.
Les récits de bataille sur les murs des temples, ça ressemble à des grandes bandes dessinées avec du texte en hiéroglyphes et des grandes scènes figuratives. Et le héros de l'histoire, c'est le pharaon. La bataille de Kadesh est l'événement militaire le mieux documenté de l'Antiquité égyptienne parce que Ramsès II l'a fait représenter dans plusieurs autres temples et sur des papyrus. L'un de ces récits sur rouleau est connu sous le nom de poème par les égyptologues. Il est le fruit de Pentahour, un scribe proche de Ramsès qui travaillait à élaborer sa légende. Vous avez remarqué que le récit officiel de la bataille de Kadesh et la réalité ne sont pas totalement identiques ? Ça, les Égyptiens de l'Antiquité ne le savent pas. Mais nous, les historiens, on a pu accéder à d'autres sources du côté des Hittites. Et pour eux aussi, Kadesh est une victoire. Cette bataille, pourtant sans grande importance sur le plan militaire, est devenue l'un des plus beaux récits de propagande de Ramsès. Quelques années après la bataille, vers l'âge de 30 ans, Ramsès entreprend une politique de grands travaux. Un grand pharaon est celui qui laissera la plus belle marque de son passage sur Terre. Il achève d'abord la fameuse cité de Pi-Ramsès sur le delta du Nil. Son nom signifie « maison de Ramsès ». Au palais construit par son père, il fait ajouter des bâtiments administratifs puisque le royaume repose en grande partie sur l'administration gérée par des scribes. Il y a aussi un port pour le commerce et plusieurs quartiers dédiés à l'artisanat. Mais cette cité n'est pas la plus belle réalisation de Ramsès. L'une des plus emblématiques de son règne est le temple d'Abou Simbel situé à 70 km de la deuxième cataracte du Nil. Ce temple se trouve dans la zone la plus méridionale de l'Égypte, aux portes de l'Afrique noire, le long d'une route commerciale. Ramsès a décidé de construire des temples dans cette zone pour que les voyageurs venant du sud puissent constater la grandeur de ce souverain capable d'ériger des monuments gigantesques. Abou Simbel est conçu pour impressionner. Il est entièrement creusé dans une colline. L'intérieur du temple a été évidé en laissant les volumes nécessaires pour créer les sculptures et les colonnes. C'est une véritable prouesse technique. Il est dédié au culte d'Amon, de Ré, de Ptah et de Ramsès II lui-même, puisqu'il est un dieu. L'entrée du temple est flanquée de 4 colosses assis. Il s'agit de représentations de Ramsès II lui-même. À l'époque, on pense que le dieu habite dans sa statue. C'est vrai aussi pour le pharaon qui semble garder en personne l'entrée de son royaume. Le pronaos, la première salle du temple, est décoré de bas-reliefs et de peintures. Ramsès fait encore figurer sa victoire de Kadesh. On le voit notamment sur un char lancé à pleine vitesse, prêt à décocher des flèches sur son ennemi. Au fond du temple, il y a le naos, la pièce la plus sacrée. Il n'y a que des prêtres et le pharaon lui-même qui peuvent entrer dans cette petite salle pour honorer les dieux. Le mur du fond est sculpté de manière à laisser apparaître 4 divinités assises. La troisième en partant de la gauche est Ramsès II lui-même. Il a donc certainement déposé des offrandes devant sa propre statue divine au moment de l'inauguration en 1256 avant Jésus-Christ. À côté de ce temple, Ramsès fait creuser dans la roche un second lieu de culte dédié à la déesse Hathor et à sa grande épouse royale Néfertari. La reine est identifiée à la déesse de l'amour, de la beauté et de la maternité. Elle est le pendant féminin de son époux et sa grande prêtresse. Dans le monde divin, les dieux sont souvent en couple, comme Isis et Osiris. Le pharaon doit aussi être en couple avec sa reine principale. C'est pour ça que la vie de famille du pharaon avec sa reine et ses enfants est mise en avant dans l'iconographie égyptienne. On en oublierait presque qu'au palais, il y a d'autres épouses. En 1259 avant Jésus-Christ, un traité de paix est signé avec les Hittites. À cette occasion, Néfertari joue un rôle diplomatique en envoyant de nombreuses lettres à son homologue. Pour rendre la paix effective, Ramsès doit aussi contracter une alliance matrimoniale avec une princesse hittite. Le roi lui envoie donc une de ses filles,
une adolescente d'environ 14 ans, alors que Ramsès en a déjà la cinquantaine. Quand la jeune fille arrive à Pi-Ramsès, on lui donne un nom égyptien pour symboliser sa nouvelle nationalité. Un nom politique évidemment, puisque la jeune fille s'appelle désormais Maator Neferouré, ce qui signifie « celle qui voit Horus, splendeur de Ré ». C'est une allusion à Ramsès à travers le nom des dieux cités. C'est comme si elle s'appelait « celle qui voit Ramsès ». Dans la tradition pharaonique, les rois se marient souvent avec leurs parentes les plus proches. C'est ce qu'on appelle l'endogamie. Il est fréquent que les pharaons épousent leurs sœurs. Celles-ci sont les femmes les plus dignes d'eux parce qu'elles ont une nature presque aussi divine que la leur. Cette pratique de l'inceste est unique et elle dégoûtera les Grecs et les Romains quelques siècles plus tard. Mais Ramsès pousse l'inceste conjugal encore plus loin. Il a épousé au moins 4 des filles qu'il a eues avec ses grandes épouses royales, Néfertari et Isis-Néferet. Vers 1250 avant Jésus-Christ, Néfertari, la grande épouse royale, meurt entre ses 40 et ses 50 ans. C'est pour Ramsès un véritable drame. Pour marquer son attachement à sa grande épouse et lui donner une sépulture digne de son rang, Ramsès fait creuser l'un des plus beaux tombeaux de la vallée des Reines. Il porte aujourd'hui le numéro QV66, Queen Valley 66. Il est connu pour son incroyable ciel bleu couvert d'étoiles jaunes au plafond et la délicatesse des représentations de Néfertari accomplissant son voyage dans le monde des morts. Elle est représentée avec une peau cuivrée, à peine cachée par ses robes de lin plissées. Ses yeux immenses bordés de côle, ses lèvres et ses joues rosées évoquent une beauté qui devait être bien réelle et pas seulement stylisée par les artistes qui ont travaillé dans son tombeau. La reine emporte avec elle tout ce dont elle aura besoin dans sa vie après la mort. De la nourriture, des jeux, des offrandes. L'art égyptien est performatif. Ce qui est dessiné devient réel par magie dans l'au-delà. À plus de 50 ans, Ramsès devient un souverain vieillissant. Maintenant, tous les 3 ans, il fête son jubilé, une grande fête religieuse censée lui rendre sa force et sa jeunesse. À cette occasion, il érige un pilier djed en bois. C'est un talisman magique en forme de colonne qui peut aussi évoquer la colonne vertébrale d'Osiris. Il est associé à la vie et à son cycle. À chaque jubilé, Ramsès tire aussi 4 flèches avec son arc aux 4 points cardinaux du royaume pour réaffirmer symboliquement sa mainmise sur le territoire. Mais jubilé après jubilé, ces gestes deviennent de plus en plus difficiles. En vieillissant, Ramsès se met à souffrir d'une spondylarthrite ankylosante. Son dos est de moins en moins souple et très douloureux. Le vaillant pharaon guerrier devient progressivement un vieillard voûté qui marche avec une canne. À 91 ans, il souffre le martyre à cause d'un énorme abcès dentaire. C'est peut-être même la cause du décès de ce pharaon qui a régné 67 ans. 2 à 3 générations d'Égyptiens n'ont connu que lui. Son corps est soigneusement momifié. Enfin, soigneusement, le praticien a été obligé de lui casser les cervicales pour l'allonger à plat sur la table d'embaumement et pouvoir couler de la résine dans la boîte crânienne vidée du cerveau. Après 70 jours de traitement, la momie de Ramsès quitte Pi-Ramsès en bateau et remonte le Nil vers la vallée des rois. Pour l'occasion, le peuple se masse sur les rives du fleuve. Le cortège des bateaux remplis de mobilier et de trésors qui accompagneront le pharaon dans sa tombe est spectaculaire. Des dizaines de pleureuses professionnelles ont été embauchées pour pleurer et se lamenter bruyamment autour du défunt. Enfin, la momie est déposée dans sa tombe, celle qui porte le numéro KV7 dans la vallée des rois. Elle est composée de plusieurs salles et de corridors richement décorés de bas-reliefs et de peintures. C'est Merenptah, son 13e fils, qui devient son successeur. Les 12 premiers sont morts avant leur père. C'est donc lui qui assure le dernier rituel avant de déposer Ramsès dans sa tombe.
il doit procéder à l'ouverture de la bouche. Ce geste symbolique consiste à donner un petit coup d'herminette, une sorte de petit marteau, au niveau de la bouche représentée sur le sarcophage. Cela permet de rendre ses sens au défunt pour le laisser évoluer librement dans l'au-delà. Et puis la tombe est refermée et l'entrée scellée pour l'éternité. Mais l'éternité ne dure pas toujours très longtemps. Les successeurs de Ramsès ont échoué à garantir la prospérité du royaume. 250 ans après sa mort, les crises politiques, économiques et agricoles s'enchaînent. Des pillards profanent la tombe de Ramsès et lui enlèvent ses bandelettes de lin pour lui voler ses bijoux et ses amulettes précieuses. Catastrophés, les prêtres de la vallée des rois déplacent plusieurs momies royales, dont celle de Ramsès II. Sa momie est d'abord transférée dans le tombeau de son père Séti Ier. Elle est couverte de nouvelles bandelettes et déposée dans un nouveau cercueil. Puis un soir, pour être le plus discret possible, un groupe de prêtres déplace à nouveau des momies royales vers une nouvelle sépulture, un caveau modeste mais profond, situé à quelques kilomètres de la vallée des rois, dans le complexe funéraire de Der el-Bahari à côté de Thèbes. C'est dans cette tombe que les archéologues nommeront tombe thébaine 320, TT 320, que la momie de Ramsès va reposer pendant presque 2000 ans dans un cercueil en bois sur lequel les prêtres ont écrit un procès-verbal précisant qu'il s'agit bien là du corps du grand Ramsès II. La cachette du souverain est retrouvée en 1881 grâce à une enquête de Gaston Maspero, le directeur du service des antiquités d'Égypte, à l'occasion du démantèlement d'un réseau de pilleurs de tombes. Le pharaon est déposé au musée des Antiquités pour assurer sa conservation. 5 ans plus tard, en 1886, le Khedive d'Égypte organise une soirée pendant laquelle Ramsès II est délivré de ses bandelettes. Son nez busqué, ses pommettes hautes et ses cheveux roux revoient pour la première fois la lumière du jour. Depuis cette époque, Ramsès II repose au musée du Caire où les visiteurs peuvent aller le saluer avec le respect qui lui est dû dans son sarcophage de verre. Ce sont désormais les conservateurs qui entretiennent son corps pour l'éternité. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Ramsès II. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt!